De parcours. Moi, d'abord, j'étais étudiant en Belgique. J'étais à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Je suis venu dans ma deuxième année en vacances au Mali. Et quand je suis arrivé, bon, je suis resté à 2 semaines de la reprise des cours. J'ai voulu renouveler mon visa. À l'époque, on avait un consulat belge ici. Bon, c'était très facile parce que, bon, mes parents connaissaient le consul et voilà, c'était pas compliqué. Mais quand on est allé demander, on dit bon, maintenant les visas, on envoie ça à Dakar. Et après, ça va à l'Office des étrangers. Donc j'ai perdu 1 semaine, 2 semaines, l'école a repris. Et puis bon, mon père qui tenait beaucoup à mes études, parce que j'étais le seul dans la famille qui avait atteint le niveau universitaire, a dit non, bon, en attendant, on va t'inscrire à l'ENA. Bon, on m'a inscrit à l'ENA de Bamako, mais comme j'avais la fibre des affaires, bon, pour la petite histoire, mon père est le premier à avoir la licence de pétrole au Mali. Lui qui est le premier qui a commencé le pétrole et que par la suite, j'ai des oncles, j'ai des cousins qui sont rentrés. Aujourd'hui, vous avez vu que la plupart des pétroliers, c'est les gens de mon ethnie. Ça a une histoire parce que mon père, à l'époque, s'est battu pour avoir ça. Parce que quand on a libéralisé le secteur, il a un ami qui travaille à la Banque mondiale qui lui a dit « Ah, monsieur Bati, je sais que vous êtes dans la distribution, il était dans la distribution alimentaire, mais je pense que le pétrole, c'est un secteur qui est bien, il faut voir. » Donc il a commencé, il s'est battu, on lui mettait les bâtons dans les roues parce que bon, en face, vous avez des multinationales, Texaco, Elf à l'époque. Donc il s'est battu et on lui a demandé des cautions de milliards, telle capacité de litres. Il s'est battu, il a eu la licence. Donc ça fait que j'avais pas mal de parents dans le pétrole. Et quand j'étais à l'ENA, j'ai mis en place à l'époque les pompes qu'on appelait JAPI. Les pompes qui coûtaient à peu près dans les 300 000. Que les gens, je sais pas, vous étiez peut-être jeunes. On les a interdits à un moment à Bamako. C'était en bordure de route, c'est un fût avec la pompe JAPI. Les gens pompaient ça. Bon, j'ai l'argent de poche que j'avais, j'ai payé 2 pompes. Après, j'ai mis ça dans les 6 communes. Et j'ai appelé ça Bachenko Petroleum. Et mes amis se moquaient quand même, se moquaient un peu de moi. À l'université là-bas, on dit « Ah, Bachenko !» Mais c'était péjoratif. Quand il me regardait, il me dit « Bachenko Petroleum !» Et il s'en moquait. Bon, j'ai commencé comme ça, et puis voilà, je prenais 1000 litres à crédit avec un oncle qui me donnait, puis je vendais, je gagnais comme ça mon argent de poche. Bon, et puis, donc, j'ai décidé après, en 93, de quitter l'école. J'ai connu un Allemand dans une boîte de nuit ici qui s'appelait Évasion. Et avec l'Allemand, on a discuté, on a parlé de musique. Il a vu que vraiment je connaissais la musique parce que lui, il était venu ici pour un reportage sur la musique traditionnelle. Il voulait voir Ali Farka Touré, il voulait voir plein d'artistes. Et donc, dans la discussion, il a vu que je connaissais bien le monde de la musique. Bon, il avait une maison de production qui s'appelait Downbeat Production, qui amenait beaucoup les artistes de reggae en Allemagne et en Europe. Donc on a parlé aussi de reggae. Donc il était surpris que je connaissais Mouta Baruka. Parce que, bon, à l'époque, beaucoup de gens connaissent Bob Marley, Burning Spear, mais Mouta Baruka, c'est vraiment le roots and culture. Donc il dit, ah bon, que c'est la première fois qu'en Afrique, quelqu'un lui parle de Mouta Baruka. Bon, ça a créé un lien. Et je lui ai dit, bon, on s'est donné rendez-vous le lendemain. Je l'ai amené voir Ali Farka Touré. Et puis par la suite, on est allé dans son hôtel. J'ai dit, mais pourquoi tu restes ici? Tu peux venir à la maison. J'avais une villa, il y avait 4 chambres. Je lui ai donné une chambre. Et voilà, j'ai donné une chambre, j'avais ma voiture, on faisait ses courses. Et puis, par la suite, il m'a dit, bon, écoute, il veut visiter le pays Dogon. Voilà, parce que, voilà. Bon, on a organisé, on est allé au pays Dogon ensemble. Et j'avais un grand frère du quartier à Badlaou qui s'appelait Diko.
J'ai dit, moi, Diko, qui travaille à l'Office malien du tourisme, j'ai dit, trouve-nous un guide sérieux. Donc, il nous a trouvé un guide du nom de Boro. C'est le frère, je viens de découvrir, c'est le frère de l'ancien ministre Kajogé, Bogo Kajogé. Parce que c'est il y a 2 semaines que j'ai découvert qu'il était son frère. Et donc, on est allé, on a visité Tigibombo, Kanikumbule, Teli, toutes ces zones-là du pays d'Ogon. Bon, vous savez, la plupart de nous, on est des citadins ici. Beaucoup d'entre vous, je suis sûr, ne connaissent pas l'intérieur. Et quand on a visité ensemble, j'ai vu une autre facette du Mali que je ne connaissais pas. Et donc, de là, de la discussion, il m'a dit, bon, écoute, il était très content. Il m'a dit qu'il a plein d'amis qui veulent venir, qui veulent découvrir le Mali. Il a même le président du musée de Leipzig qui veut venir ici. Voilà. Si je peux, comme j'ai organisé pour lui là, organiser quelque chose. Bon, c'est ce qui m'a amené un peu à réfléchir. Parce qu'un homme d'affaires aussi, c'est quand tu es dans un environnement, tu réfléchis à l'opportunité, à créer une agence de tourisme. J'ai créé une boîte qui s'appelait Timbuktu International Crossroad. Mon bureau était derrière le fleuve, l'immeuble Sils à Badlabou, l'immeuble blanc. Il y avait un pressing en bas et moi j'étais là-bas. J'ai pris un bureau et puis le gars m'a invité en Allemagne. Je suis allé en Allemagne, j'ai visité le musée de Leipzig, j'ai discuté avec le patron, il s'appelait Peter Goebbels. J'ai visité aussi d'autres personnes. Et puis, on a créé un voyage. Les gens sont venus. J'ai moi-même tenu à accompagner ces gens-là. Je me rappelle, c'était en décembre. Et vous savez, généralement, en décembre, on s'amuse. J'avais à l'époque 22 ans. Et puis, bon, je me rappelle même quand je partais avec ces gens-là, j'ai d'autres fils à papa que je connaissais. Ils me disent, ah, tiens, en Bambara, Bachoni, touristes, on fait ça, tiens, moi, voilà, qui ne comprennent pas que je suis avec des touristes, avec des sacs à dos. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, ils disent que c'est bizarre, qu'ils ne comprennent pas que je suis, on me voit avec plein de blancs, là, avec des sacs à dos. Alors qu'eux, ils sont au grain, ils prennent du thé. Ils parlent de femmes, ils parlent d'autres choses. Donc, moi, j'ai accompagné ces gens-là, décembre, parce que j'avais plein d'amis qui venaient de l'extérieur. Bon, c'était vraiment une période où tu veux être avec les amis. Mais je les ai accompagnés. On a passé Noël en bivouac, clair de lune. C'est-à-dire, j'ai vu que ces gens-là étaient émerveillés, contents. Si c'est nous, on va dire, ah, on est en brousse avec les moustiques. Et ils étaient contents d'être dans ça. Bon, et petit à petit, moi aussi j'ai commencé même à m'intéresser. J'ai lu pas mal de livres sur la cosmogonie d'Ogon, parce que si tu veux vendre un produit, tu dois comprendre c'est quoi ce produit. Malheureusement, il y a peu de Maliens qui connaissent même ça. Tous ces livres-là, c'est des étrangers qui ont fait ces livres-là. Donc j'ai lu ça. Au bout d'un moment même, je présentais tout ça quand je venais charmer mes clients en Europe. Je venais avec des bogolans, des masques. Donc, petit à petit, j'ai noué des relations. Les gens venaient. À la fin de la journée, je gagne 2-3 millions. Et surtout, ce qui a été très important, c'est les relations que tu crées. Les relations que tu crées. Parce que j'ai reçu des Suisses. J'ai reçu d'ailleurs un gars qui était proche je crois qu'il est adjoint du rectorat de Genève, parce qu'à l'époque, je me rappelle, quand on est venu, on est allé voir le consul suisse, M. Berbera, qui est décédé par la suite dans une attaque rebelle. On est allé le voir. Ça a ouvert aussi d'autres portes. Et je me suis lancé après dans les marchés. Et en 1995, j'ai un ami qui vient des États-Unis. Je le retrouve encore en boîte, par hasard. J'étais assis avec 2 de mes amis et il a envoyé quelqu'un proposer une bouteille de champagne
à la cousine de ma copine. Et cette dernière s'est un peu frustrée. Elle dit, ah, mais est-ce que moi j'ai dit que j'ai besoin d'une bouteille? C'est une fille qui venait de la France, bon, elle roulait ses heures là. J'ai dit, mais quel est le problème? Elle dit que non, c'est le gars là qui est en train de me proposer, moi je n'ai rien. Bon, et je vois ce gars là, c'est mon ami que je n'ai pas vu depuis l'enfance. On s'était connus en France, parce que moi je suis allé en France en 80, et mon père m'avait mis à l'internat, et puis il m'avait pris un appartement dans le 16e, et j'avais besoin d'une bonne. Et mon père, il s'est dit que la maman de ce jeune-là avait un restaurant qui s'appelait Chez Fifi. Et donc, il a demandé à la maman du jeune, je veux une bonne pour mon fils, parce que les week-ends, quand il vient de l'internat, pour que quelqu'un s'occupe de lui. Bon, et ça a créé un lien entre les familles, entre le jeune là. Et je ne l'avais pas revu, parce que moi j'ai quitté la France en 86, je suis revenu ici, à Liberté, puis je fais le lycée Askia. Quand j'ai eu le bac, je suis allé en Belgique. Donc, je revois cet ami, et on discute. Quand on discute, il me dit, ah, que lui maintenant, bon, il travaille pour une société américaine, ils sont dans les produits pharmaceutiques, et à l'époque, on venait de faire la dérégulation. Parce qu'il y a eu la dérégulation des télécoms, dérégulation des produits pharmaceutiques. Les DCI, les produits génériques, sont tombés voilà, dans le domaine public. Donc il me dit que cette boîte a été créée justement pour se concentrer sur les produits génériques dans les pays émergents. C'est-à-dire Brésil, Amérique latine, l'Afrique. Donc il m'a expliqué qu'est-ce qu'il fait. On a discuté, il m'a dit bon voilà, qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit que bon, la société lui vient de commencer avec eux. Ils avaient fait 2 essais en Afrique, au Ghana et au Nigeria. Bon, ça c'est sûrement à cause de la langue. Ça n'avait pas bien marché. Donc vraiment, ils veulent venir, mais il faut qu'ils aient les assurances. Bon, on est allé voir la pharmacie populaire. Bon, eux, ils nous ont dit que leur marché, c'est annuel, ils ont déjà attribué ça. Mais par contre, il y a la Guinée, qui, eux, n'ont pas encore fait leur marché. Bon, mon ami, lui, devait retourner aux États-Unis. Il m'a dit, bon, vois, si tu peux nous obtenir une invitation officielle, je viendrai avec mes patrons. Bon, j'ai pris un peu d'argent, je suis allé le week-end qui a suivi. Donc, j'ai vu des amis qui m'ont amené chez le secrétaire général de la présidence pour prendre un rendez-vous pour moi avec le ministre. Mais le secrétaire général, après m'avoir écouté, m'a dit, bon, écoutez, fiston, parce que j'étais très jeune, j'avais 24 ans, il m'a dit, c'était en 95, il m'a dit, si je t'envoie chez le ministre, peut-être, ça peut être compliqué, mais je vais te donner le nom de quelqu'un qui est à l'immeuble Sabena. Va voir cette dame-là, elle va t'amener chez le ministre, ça va être plus simple. Parce que si c'est de nous, ils vont peut-être avoir un peu peur. Et ça, c'était un très bon conseil. Je suis allé voir la dame, je me suis présenté, et je l'ai expliqué, je lui ai donné les brochures de la société. Elle m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, elle va prendre le rendez-vous. Elle a pris le rendez-vous le même soir. Je suis allé, j'ai vu le ministre. J'ai expliqué au ministre, il me regardait, un jeune, j'ai dit, bon, voilà, on veut faire le produit pharmaceutique. Bon, ce dernier aussi m'a envoyé chez le directeur de la pharmacie, le docteur Tahadja, paix à son âme. Et quand je suis arrivé, j'ai discuté avec le directeur de la pharmacie, je lui donne le nom de la société, il me dit, ah, eux, ils n'ont jamais entendu parler d'une société américaine de ce nom. Parce qu'ils connaissent Laborex, ils connaissent Europharma, ils ne connaissent pas la société. J'ai dit, bon, ce n'est pas une société pharmaceutique de soi, c'est une société financière qui a racheté un laboratoire en difficulté pour les focaliser sur les produits génériques. J'ai dit, ça ne vous coûte rien, monsieur le directeur. Nous, tout ce qu'on veut, c'est, on va vous faire une lettre d'intention, vous invitez les partenaires, et après, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça ne vous coûte même pas 1000 francs guinéens, quoi. C'est un papier. Après, il m'a envoyé chez le directeur des APRO, Ousmane Kamara, que je suis allé voir. Et quand je suis venu, lui, il était jeune, comme moi, il venait d'arriver de la France.
Donc il m'a regardé, bon, de haut en bas, ce qu'il a tiqué, j'avais une paire de Weston, il m'a dit, ah, tu as du goût. Et puis ça a cliqué entre nous, on a causé. Et puis le soir, il m'a proposé, on est sorti, on est allé dans une boîte, on s'est amusé. Et puis le lendemain, on s'est retrouvé à mon hôtel. Donc on a eu maintenant des discussions sérieuses. Il m'a dit, bon, Bathily, ok, tu es avec des Américains, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous nous apportez de plus que nos fournisseurs qu'on a ici? On est avec ces gens-là depuis des dizaines d'années. Parce que Laborex, c'est quoi? C'est Pinot Printemps Redoute. C'est depuis la colonisation qui sont là. Donc, j'ai dit, bon, M. Camara, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que ces gens-là? Je lui ai retourné la question. Il m'a dit, bon, aujourd'hui, notre difficulté, on a beaucoup de taux avec la banque. La banque nous prend 17%, parce qu'on fait des lettres de crédit, ils nous donnent des lignes annuelles. Ça nous coûte 17%. Et donc, c'était avec la filiale BNP Bissigui. Donc, ils ouvrent des lettres de crédit aux fournisseurs et ils payent au fur et à mesure. Bon, j'ai pris ces informations. Je suis reparti vers mes partenaires américains. Je leur ai dit, bon, écoutez, vous voulez pénétrer le marché? Il y a déjà des concurrents assez sérieux qui sont déjà là, qui sont établis. Moi, je pense que si on veut pénétrer le marché, on doit amener quelque chose qui amène une valeur ajoutée par rapport à nos concurrents. Je dis, par contre, ces concurrents-là fonctionnent avec des lettres de crédit. Est-ce qu'il y a moyen que nous, on puisse faire des crédits directs à la pharmacie et qu'ils nous payent et après on remet le même crédit? On dit, bon, ils vont voir les questions de risque. Bon, j'ai dit, mais vous êtes une grosse boîte financière parce que la boîte était installée à New York, au 45 Rockefeller Plaza. Et j'ai dit, par contre, si on a une valeur ajoutée, les gens sont prêts. Donc ce qu'on a fait, après discussion, j'ai fait venir les partenaires, on a négocié, le juridique de la boîte est venu. On a signé un contrat de $1 million revolving. C'est-à-dire on donne $1 million de produits et chaque fois qu'ils payaient, on remettait. Et cette étape a été très très importante dans ma vie. Pourquoi je le dis? Parce que ça m'a permis de rentrer dans un autre niveau de business, qui était un business différent de ce qu'on fait d'habitude. Quand on commence, on livre des produits, on a des marchés. C'était dans un domaine spécifique où il y a la concurrence, où il faut amener quelque chose de plus pour pouvoir gagner. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place cette ligne. Et les gens ne croyaient pas, au début même, quand on a signé le contrat, bon, ils n'ont pas d'engagement, hein, ils signent. Si on livre, tant mieux. Si on ne livre pas aussi, il n'y a que le directeur des appros qui avait un peu confiance à 60%. Le DG, à partir du moment où il m'a mis avec lui, il était un peu dans l'expectative, quoi, il regardait. Bon, au bout de quelques mois, les premiers produits sont venus. Quand les premiers produits sont venus, ils ont vu. Après, quand ils ont payé maintenant, c'est là où les Américains ont commencé aussi à bouger. Quand ils ont payé les premiers produits, maintenant, bon, on dit de prendre des bureaux. On a pris des bureaux à $5 000. Et j'ai pris une équipe. J'avais une masse salariale à l'époque de $38 000. Et donc, on a fait ça. Et puis, de là-bas, on a ouvert d'autres pays. C'est ce qui m'a amené à voyager dans plusieurs pays. Après 98, les choses changent. Ce qu'on donnait, il y a d'autres qui sont venus proposer mieux. Parce qu'entre-temps, l'Inde, avec le retour de la diaspora, a développé beaucoup d'usines et ils venaient offrir les mêmes produits, moins chers, avec les mêmes conditions. Donc c'est à partir de 98, on a commencé vraiment à avoir beaucoup de difficultés. Et donc, comme je partais souvent aux États-Unis, c'est là où j'ai switché un peu vers les télécoms. Je parlais avec un peu de callback. C'était un système à l'époque, parce qu'à l'époque, les minutes
vers les États-Unis coûtait dans les 8-10 $. On a vu un système qui réduisait les coûts. Tu appelles un numéro aux États-Unis, tu coupes, ça te rappelle et tu fais les appels. Donc, on avait quelques gros clients, parce qu'on regardait les clients qui avaient des factures de plus de 1 million CFA. Donc, j'ai commencé ça et puis par la suite, en 99, je suis venu au Mali quand il y a eu l'histoire de la CAN. Je suis venu, j'ai d'abord ouvert une société de connexion à Internet. J'ai fait ça avec des partenaires de Dakar, un Canadien et puis un Libanais. La société s'appelait Arc Informatique et ils existent toujours à Dakar. On a créé ça ici et j'avais 35% et les 2 autres partenaires avaient le reste. Ça m'a permis de rentrer dans les nouvelles technologies. Quand j'ai vendu mes parts en 2002, je pense qu'on devait avoir 1800 à peu près clients. Et j'ai vendu mes parts juste avant que Orange commence. Et d'ailleurs même ils m'ont dit mais que j'ai vendu au bon moment. Est-ce que je savais quelque chose? Je ne savais rien. J'ai juste vendu parce que j'avais d'autres choses où je gagnais beaucoup plus d'argent. Parce qu'entre-temps, quand je suis rentré dans le domaine, j'ai compris d'autres choses. Et je suis allé après dans un voyage technologique en 2000. C'est un voyage, j'ai payé 20 000 $ pour aller, on a fait une visite de tous les leaders de la technologie. Ce voyage a été organisé par une société française. Il y avait 68 chefs d'entreprise européens. J'étais le seul africain. Et j'avais demandé à un ami aussi qui était dans le domaine ici. J'ai dit, bon, faisons le voyage. Il dit, non, lui ne va pas payer ce montant-là pour ça. Mais le voyage va être très bénéfique pour moi. Parce qu'on visite Symbian. On a commencé à Londres. Symbian, c'était le operating system qui était sur Nokia. Après, on va au siège de Nokia. C'est comme Android aujourd'hui, ou OS. Donc, on visite Nokia, on discute. Le voyage, c'était pour voir le futur de la technologie. Chaque société nous démontrait qu'est-ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Et après, on est allé à Microsoft, à Seattle. D'ailleurs, ce jour-là, c'est le jour où on est arrivé là-bas, ils ont dit, c'était en 2000, que Bill Gates, exactement au mois de juin, qu'il ne peut pas être chairman et CEO, qu'il faut séparer. On est venu dans cette tension-là, ce jour-là. Ils nous ont présenté, il y a un monsieur là-bas à l'époque, qui nous a présenté le Future of Mobile Computing. C'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui, le téléphone avec la vidéo, c'était impensable. Ça s'appelait Google Dedo, je n'ai pas encore oublié le nom. Et après, on visite Cisco. À la fin du voyage, la société française qui avait organisé, il me demande, bon, qu'est-ce que je retiens de ce voyage? J'ai dit, bon, moi, ce que je retiens de ce voyage, c'est la partie Cisco. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec Cisco? Parce que le Mali venait d'avoir l'Internet en 98. Vous savez que c'est l'initiative Leyland qui a amené une initiative de USAID qui a connecté quelques pays, dont le Mali, la première fois qu'on a eu l'Internet. Et les premiers équipements qui étaient là-bas, ça je savais parce que j'étais fournisseur d'accès, c'était du Cisco. Donc j'ai dit, si on peut faire quelque chose avec eux, moi, c'est ce que je vois. Donc après, ils m'ont mis en rapport avec le distributeur de la zone de Cisco qui s'appelait Aslan. Et j'ai discuté avec eux et il y avait le projet de la CAN, l'interconnexion des villes. Donc je commence à entamer un modèle où on allait préfinancer la Sotelma à augmenter la capacité et entre-temps, eux-mêmes, l'État a mis, je crois, 38 milliards pour toute la partie télécommunication de la CAN. Et donc, ils ont fait un appel d'offres. Et quand il y a eu l'appel d'offres, Alcatel a pris les 3 lots. Et nous, on a pris le petit lot qui était le lot de la partie, tout ce qui est routage. Parce que Cisco, sa spécialité est le routage.
Mais là, je vais rencontrer une grosse difficulté. On a gagné techniquement l'offre et notre offre financière aussi était la meilleure. Mais à cause du lobby qu'il y avait à l'époque, on n'a pas pu, pendant 4 mois, ils n'ont pas pu nous déclarer vainqueurs. Parce que, bon, ils sont allés dire à l'époque, à la présidence, que, Bathily a amené une société qu'on ne connaît même pas, alors que Alcatel, ils sont là depuis combien d'années. Bon, c'était chaud. Après, j'en ai parlé à mon père, qui m'a amené à l'époque. On est parti voir le secrétaire général pour lui expliquer que, bon, c'est là où j'ai amené tous les documents. J'ai dit, bon, on dit que la société que j'ai amenée, c'est une petite société. Mais c'est de la méconnaissance. Cisco, à l'époque, la capitalisation boursière de Cisco, c'était 240 et quelques milliards de dollars. Alors qu'Alcatel n'était même pas à 40 milliards. J'ai amené les documents. J'ai dit aussi, chez le secrétaire général, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Alcatel est très bon dans la commutation. Ils sont très bien dans la transmission. D'ailleurs, ce sont ces lots qu'ils ont gagnés. Mais le routage, c'est un nouveau métier. Et c'est Cisco qui est la Mercedes de ça. Et je sais que les gens ont dit que c'est une société qu'on ne connaît pas. C'est normal. Parce que l'Internet même vient de naître. C'est comme s'il y a quelques années, on disait que Google, c'est une start-up. J'ai dit, Cisco vient d'arriver. Alors, tellement les gens qu'on a, c'est des vieux postiers. Ils connaissent Alcatel. Ils ont tous été formés sur les centraux E10 là, de Alcatel. Ils connaissent Alcatel, mais ils ne connaissent pas Cisco. Donc, de là à dire que j'ai amené une société qu'on ne connaît pas et que c'est trop dangereux, la canne, c'est trop sensible de donner à une société qu'on ne connaît pas, j'ai dit c'est ce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai tous les documents ici. Vous avez accès à toutes sortes d'informations. Voilà les informations de Cisco. Renseignez-vous. Si c'est le contraire, vous allez savoir. C'est après ça qu'ils ont autorisé. Quand ils ont fait les recherches, ils ont autorisé à ce qu'on nous donne ce marché-là. Et c'était mon premier grand marché dans les télécoms. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Parce que ça m'a permis d'aller à un niveau. Parce qu'après ce marché, j'ai fait tous les points de présence du Mali. Vous savez, on appelle ça les POP, les points de présence. On a fait Gao, Mopti, Sikasso, toutes les villes du Mali. Ça, c'est on va dire de 2001 jusqu'à 2004. OK? Ensuite, 2004, j'ai investi dans un projet, j'ai fait des études, j'ai acheté des équipements parce que c'était un partenariat qu'on voulait faire. Et puis, bon, il y a des changements et puis, bon, je perds tout. Mon père ne m'a jamais donné 5 francs. D'abord, pour la petite histoire, quand j'ai décidé d'arrêter l'école, j'étais comme en guerre avec mon père. Parce que lui, il voulait avoir un fils diplômé. C'était lui. Parce que mon père n'est pas comme les commerçants de sa génération. Parce que mon père a quitté le Mali à 16 ans. Il a fait plusieurs pays, il a voyagé. Et donc, d'ailleurs, même pour nous mettre à l'école, à l'école, c'était un problème. Les gens de notre ethnie, non, il faut mettre les enfants à Médersa. C'était déjà osé, ce qu'il a fait. Donc, il tenait beaucoup à ce qu'on aille à l'école. Donc, quand j'ai décidé de quitter l'ENA, il n'était pas du tout en accord avec moi. Et puis, deuxièmement, on m'a proposé, quand mon grand frère se mariait, de me donner une femme. J'ai refusé ça aussi. Donc, ça faisait 2 chocs qui a fait que le vieux et moi, on était vraiment à couteau tiré pendant des mois, sinon presque 1 an. Et je peux dire que c'est cette période même qui m'a amené même à avoir un cœur. Quand j'ai refusé ces 2 choses-là, ça a créé un fossé entre nous. Il voulait, parce que lui, c'est son autorité que j'ai bravé. Donc, il ne voulait pas m'aider. Et moi-même, par ego, je me suis dit que je vais faire quelque chose. L'histoire du bureau, là.
Quand j'ai... Parce que les pommes Japi, là, c'était rien. Moi, déjà, quand j'étais étudiant, j'amenais des voitures ici. À l'époque, vous savez, la Belgique, c'était les véhicules d'occasion. J'ai connu des amis juifs avec qui je sortais. Leur papa distribuait. Qu'est-ce que je faisais? C'est souvent, il faut utiliser la tête. Les gens qui venaient acheter les voitures, je les amenais acheter et souvent on me donnait des commissions. Souvent mes commissions, on me donne ça en voiture. Quand je viens en vacances, je viens avec ces voitures-là. Vous pouvez demander à qui que ce soit. Quand j'ai commencé les affaires, aucun de mes parents n'a contribué. Et ça, je peux le dire haut et fort. Les gens se connaissent ici au Mali. Parce que c'est arrivé à un moment où il y avait des tensions et j'ai décidé moi-même de me lancer avec les petits moyens que j'ai. Et petit à petit, tu développes et chaque occasion, il faut réfléchir à la transformer. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? Même si on te jette dans le désert, tu vas t'arranger que toi, tu sois à côté de celui qui a l'oasis. Pour que quand les gens viennent prendre de l'eau, là, tu sers à quelque chose. C'est ça un entrepreneur. Il faut toujours, quand on te met dans une situation, il faut voir comment toi, cette situation, tu peux la monétiser. Ok? Donc aujourd'hui, aucun de mes parents n'a contribué. La seule chose que je dois à mes parents, c'est que très jeune, ils m'ont amené dans les meilleures écoles. J'ai connu des gens, mais financièrement, ils n'ont pas contribué. La preuve, j'ai des jeunes frères ici qui sont là. Mais ils n'ont pas la tête que j'ai. Tout dépend de la personne. Tu peux naître dans une famille où il y a des milliards, tu sors zéro. On voit ça tous les jours. Hein? On voit ça tous les jours. En fait, l'entrepreneuriat, je pense que souvent, c'est inné, mais le travail t'amène aussi à un autre niveau. Parce que tu peux avoir les mêmes aptitudes que quelqu'un d'autre, mais s'il travaille plus que toi, il va gagner plus que toi. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Moi, j'ai compris quelque chose très tôt. C'est-à-dire, il faut faire des partenariats d'experts. Quand vous rentrez dans un domaine, prenez le meilleur, faites un partenariat avec lui et vous apprenez. Moi, je suis rentré dans les télécoms, je ne suis pas ingénieur, mais le fait que j'ai fréquenté une des premières sociétés au monde, ça m'a donné de l'expérience. Quand je discute, je me rappelle quand j'ai rencontré le PDG de Maroc Télécom, quand on a discuté, il a demandé à ses équipes, mais c'est un ingénieur télécom? Parce que je peux lui parler, ça c'est quand on est passionné et qu'on travaille, on comprend. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines. Moi, j'ai d'ailleurs un ancien conseiller d'un ministre belge qui était dans mon board jusqu'à il y a 1 an et demi, il est très âgé. C'était quelqu'un que je considère comme mon mentor un peu, parce que le voyage technologique dont je vous ai parlé, c'est lui qui m'avait fait connaître ce voyage-là. Et donc, il a voyagé avec moi dans une dizaine de pays africains. Il m'a dit, mais Bachili, il dit, je ne comprends pas. On va dans des pays, on parle énergie, tu sais de quoi tu parles. On parle télécom, tu sais de quoi tu parles. Tous les sujets qu'on aborde, ça c'est quoi? C'est l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est ce que tu as fait avant les autres. Donc, toutes les choses que vous voulez, il faut être avec les experts et apprendre. Et moi, je sais souvent faire les bons partenariats. Par exemple, dans le domaine d'identité, je suis avec le numéro 1 mondial, qui est IDEMIA. Parce qu'il faut savoir choisir. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me parler des questions d'identité. J'ai même créé des modèles que cette société qui existait avant moi 30 ans n'a pas. Parce que j'ajoute aussi de l'expérience de d'autres domaines. Parce que j'ai ajouté l'expérience des PPP. Avant moi, ils n'ont jamais fait de PPP. C'est le fait qu'on a commencé à discuter. Pendant 8 mois, on discute. On dit non, bon, c'est trop risqué, on ne peut pas investir. J'ai dit non. Qu'est-ce que vous appelez risque? J'ai dit d'abord, je partage les risques avec vous. Vous parlez d'un investissement initial de 20 millions d'euros. Je suis prêt à mettre 10 millions d'euros, comme vous. Je partage le risque avec vous. Et puis,
Le risque est où? Les paiements seront à la banque. Donc j'ai structuré de sorte qu'ils ont vu le risque était très minime. Parce qu'il n'y a pas d'affaires sans risque. Mais c'est pour vous dire que quand vous rentrez dans un domaine, sachez vous entourer. Prenez les experts qu'il faut. Si vous ne connaissez pas, payez un consultant ou payez quelqu'un qui va vous apprendre la chose. Et au fur et à mesure que vous êtes dans le domaine, vous allez maîtriser la chose. Donc, c'est la seule façon de pouvoir faire beaucoup de choses, c'est de faire des partenariats experts. Par exemple, dans mon business d'identité, moi, je suis PCA. Je peux faire 6 mois, je ne vais pas au bureau. Je ne mets pas le pied au bureau, 6 mois. Mais la boîte tourne, il y a 50 personnes qui sont là, qui travaillent. Dans l'énergie, c'est pareil. Au début, j'ai travaillé dur en 2008. Mais arrivé à un moment, tu prends des équipes, tu donnes la direction, les gens suivent. Moi, je ne fais que des réunions stratégiques. Des réunions qui vont permettre à ce que la boîte gagne des projets. Et après, c'est des équipes qui suivent. La seule façon de pouvoir faire beaucoup de choses, c'est de s'entourer et d'avoir des partenariats experts. Allez toujours avec le meilleur du domaine. Si vous voyez dans les télécoms, je suis avec Huawei, c'est le numéro 1 mondial. Je suis avec Idemia, c'est franco-américain, c'est le numéro 1 mondial. Dans les barrages, je suis avec Trois Gorges, c'est le numéro 1 mondial. On a 2,6 milliards de projets en Afrique. Dans les routes, je suis avec CRBC, ils sont aussi numéro 1. Donc dans chaque domaine, je choisis les meilleurs et je m'associe avec eux. J'amène mon expérience du business, des relations pour pouvoir débloquer des projets. Donc, chaque fois que vous voulez faire beaucoup de choses, il faut faire des partenariats experts. Ce monsieur qui est assis ici, là, on est venu ensemble, il a une plateforme de paiement, de transfert. Ça fait 2 ans qu'on discute. Et c'est maintenant qu'on vient, il est américain. Et on a beaucoup discuté, on a pris le temps de se connaître. Et je ne suis pas d'accord souvent peut-être avec certaines approches, parce que c'est des approches qui peuvent marcher à New York, mais pas à Bamako ou à Dakar. Donc, c'est ces relations-là. Il a quelque chose que je n'ai pas et j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Donc, on se complète et c'est ça qui fait le partenariat. Un partenariat, il doit être d'abord un échange de connaissances et puis aussi quelque chose de gagnant-gagnant. Parce que dans une affaire, il faut que tout le monde soit content, c'est ce que mon père me disait. Il dit, si dans une affaire, il y a un seul mécontent, ce n'est pas une affaire, c'est un problème que vous avez. Ça a pris 20 ans pour arriver là où il est arrivé, il a payé des belles voitures. Et des jeunes veulent, au bout de 3-4 mois, arriver au même niveau. Sans savoir que pendant 20 ans, 30 ans, cette personne a traversé des difficultés. Donc, la chose la plus importante dans les affaires, c'est la confiance. Quel que soit votre niveau, si vous n'inspirez pas confiance aux gens, vous n'allez pas réussir. Parce que cette confiance-là aussi, ça ne se donne pas. Ça s'acquiert sur le temps. Les gens veulent souvent qu'ils viennent à vous, tout de suite, bon, mettez 10 millions dans mon affaire. Mais il faut aller doucement. Faites quelque chose tous les jours qui fait que la personne va avoir confiance. Et quand vous avez la confiance, arrivé à un moment, vous n'avez même plus besoin d'argent. Ça, je peux vous le garantir. Quand vous avez la confiance, vous n'avez pas besoin d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez la confiance, vous pouvez venir rentrer dans un projet, on vous le donne. On vous donne, c'est parce que c'est vous. Parce qu'on sait que vous avez la capacité d'exécution. Même si vous prenez les banques regardent 2 risques. Ils regardent le risque commercial et le risque d'exécution. Vous pouvez avoir un contrat en bonne et due forme d'une boîte qui a une bonne signature. On va dire par exemple au Mali, Orange. Ok? Orange vous donne un contrat. Mais si avec la banque, vous n'avez pas un historique d'exécution, ils vont demander les garanties maximum, ils vont demander... Donc, tout ce que vous devez faire, c'est d'abord asseoir la confiance. Asseoir la confiance avec vos collaborateurs, avec vos fournisseurs, avec vos clients. Parce qu'une fois que la confiance est instaurée, c'est fini. Même les dirigeants, il y a des millions de personnes qui ont accès à eux. Mais qui peut rester à avoir leur confiance pendant des années? C'est les gens qui
exécutent, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore.